Alors, pendant que Fabienne règle peut-être ses problèmes de haut-parleur, on n'a pas accès au partage, il n'y a que les organisateurs qui peuvent partager des documents. Est-ce que, Domitille, ce serait toi par hasard l'organisatrice de cette réunion? Alors, je regarde. Ou autrement dit, est-ce que tu as accès au partage? Euh, Ça y est, c'est bon, ça marche. Ah, ça marche? Ouais, ça y est, c'est bon. Ok, ok. Parce que moi, j'ai pas l'impression de pouvoir partager non plus de mon côté. Non, je ne peux pas. Alors, mes problèmes de son sont réglés, mais je ne peux pas partager. Il est noté Ah, que seuls les organisateurs peuvent pas partager. donc j'ai Alors, demandé à Élise de nous. de nous mettre administrateur, ouais, ce serait pas mal. Ouais, ouais. Ok. En attendant qu'on règle ces problèmes techniques qui vont nous permettre de vous montrer les 10 beaux slides qu'on a préparés pour cette présentation. Donc, merci à toutes et tous d'être venus, nombreux, nombreuses. On est à 133 participants pour cette présentation donc, du M1 Marketing et Stratégie. Et donc, vous avez devant vous, devant vos écrans avec les caméras allumées, donc Domitille Monville, qui est la responsable administrative du M1 en apprentissage. Fabienne Berger-Rémy, qui va peut-être se présenter, qui s'occupe du M1 en initial en tant qu'enseignant-chercheuse. Et moi, donc, qui est en charge du M1 en apprentissage. On, on démarre peut-être. Domitille, ouais, Je Bon, peux partager si vous voulez. J'ai une petite présentation de la maquette. Peut-être que je. Ah, et moi aussi, j'ai l'impression que mon icône partagée est maintenant active. ah ben, moi aussi. Bon, bah parfait, super. Je partage parce que j'ai beaucoup travaillé toute l'après-midi dessus, donc je serais très déçu de ne pas pouvoir exploiter mes slides. Ça te va, Fabienne? Présente les deux parcours en même temps? Oui, oui. Enfin, je présente un peu la globalité. Alors évidemment, je te dis ça, mais je vais passer la première diapositive où on est sur le M1 Marketing et Stratégie en apprentissage. Voilà, pour arriver d'abord sur la présentation du master et de son socle commun. Donc, peut-être, Fabienne, je te laisse présenter cette partie-là qui montre un peu l'architecture du master en 2 ans avec donc, le M1 initial et le M1 apprentissage. Oui, donc Peut-être en dire un peu plus on sur a toi. ouais, on a donc une année de socle commun. On vous présentera ensuite la maquette, mais où on a finalement, on va poser les bases de tout ce qu'il faut que vous sachiez sur le marketing et la stratégie de façon assez large, en balayant pas mal à la fois de connaissances et de compétences utiles pour tous les métiers du marketing et la stratégie. Ça passe par des socles en humanité, en gestion de data et aussi les bases du marketing et de la stratégie. Et ça, c'est soit en initial, on a une promotion d'à peu près 120 étudiants, soit en apprentissage, le manuel reviendra dessus. Ensuite, ceux qui sont avec moi dans le parcours initial font pour la quasi-intégralité d'entre eux une césure d'un an qui est souvent composée de 2 stages qui permettent d'explorer différentes missions, différents univers, différents métiers, tous liés au marketing et à la stratégie, ce qui permet aux étudiants de réfléchir et de se déterminer sur l'un des parcours de spécialité de la deuxième année de master où on offre 5 parcours, sachant que en deuxième année de master, la moitié des enseignements restent en tronc commun, donc avec là aussi tout le monde, 150 étudiants, mais progressivement, et en particulier sur le dernier semestre, vous déterminez pour l'un ou l'autre des parcours, les 5 sont là, hein, donc conseil, data et recherche, chef de produit et retail, management du luxe,
stratégie de marque et communication et business développement, ce qui fait qu'on couvre là aussi à nouveau à peu près tous les métiers du marketing et de la stratégie, sachant que les 5 parcours sont proposés en apprentissage. Je ne sais pas si tu veux reprendre la Ok. main pour la suite, Manuel. Ouais, tout à fait. Alors, je vais passer sur la nouvelle offre pédagogique et l'esprit qui nous a guidés pour développer un peu ce que tu as déjà évoqué, c'est-à-dire l'organisation du M1 et du M2 autour de blocs. Marketing, humanité, stratégie, data. On a mis l'accent là sur les soft skills. Donc il y a plusieurs UE autour de la connaissance de soi, le travail avec les autres, le leadership, la connaissance des métiers aussi autour du marketing. Et on a créé des options qui permettent donc à chacun d'aller chercher des spécificités et de vraiment mettre l'accent sur les domaines d'intérêt. Alors, ça ressemble, hein, là c'est sur le contenu du M1 d'apprentissage. Je pensais qu'on aurait des présentations spécifiques, mais là vous voyez un peu l'offre de cours, sachant que parle sous le contrôle de Fabienne, mais on a uniquement une différence sur quelques savoir-être qui sont remplacés entre l'initial et l'apprentissage. L'apprentissage, vous avez évidemment une alternance à occuper. Donc, ça vous limite un peu sur ces soft skills. Mais voilà, on a donc des beaux cours. Marketing assez opérationnel avec le développement et le lancement d'offres, expérience client, retail, la partie communication, un bloc stratégie, bloc data, bloc humanité. Donc, vous aurez le support et vous pourrez ensuite creuser. Et voilà, la vraie nouveauté, c'est un catalogue d'options sur des semaines bloquées qui vous permet encore une fois d'aller piocher euh, au sein des expertises de l'équipe sur les thématiques qui vont vous intéresser. Euh, Peut-être quelques mots sur également. Juste pour que ce Ouais. soit bien clair, si tu peux revenir sur tu peux me laisser commenter sur le M1 en initial, parce que c'est exactement le même programme. Donc que vous soyez en apprentissage ou en initial, vous allez faire exactement les mêmes cours, les mêmes options. Effectivement, la seule différence, c'est qu'en apprentissage, vous n'aurez pas dans les projets et savoir-être. Alors, vous avez les 2 soft skills, hein, la créativité, s'inspirer et puis inspirer les autres, qui est plus sur le pouvoir de conviction. Mais vous n'avez pas découvert des métiers du marketing et de la stratégie, qui est réservé au M initial, et pour cause, puisqu'en fait, vous êtes déjà professionnalisé. Et vous n'avez pas non plus un autre projet qui est un projet transverse sur un observatoire de l'innovation que les M1 en initial vont faire tout au long de l'année. Mais sur le reste, le programme est complètement identique, que vous soyez en apprentissage ou que vous soyez en formation initiale. Même catalogue d'options, même bloc de tronc commun. Voilà. Manuel, ton micro est fermé. Quel duo en forme. Voilà, au-delà de ces éléments voilà, un peu classiques avec des CCTS et des cours, on a cette volonté d'essayer d'avoir des contenus peut-être originaux autour d'afterwork, de conférences métiers, beaucoup de challenges. On a un challenge par exemple avec Procter & Gamble dans le cours de développement et de lancement d'offres dont je m'occupe, un challenge avec Auchan dans le cours de distribution, un challenge en com avec des agences et des sociétés. Bon, donc voilà, on a beaucoup d'interactions évidemment avec les entreprises. Là, vous avez une petite photo au bar des étudiants avec des fondateurs de start-up de l'incubateur qui travaillent aussi chaque année avec le master. On a les SCOPS qui permettent aux étudiants de repérer et de présenter dans une grande soirée là, qui aura lieu d'ailleurs le 2 avril. Si vous avez un peu de temps, 2 avril 19h dans le Grand Amphi de Dauphine, présentation donc, des innovations de l'année. On a des excursions pédagogiques sous la forme de voyages d'études ou de journées hors les murs, visite de sites, expo. Bon, il y a pas mal d'exemples de tout ça.
Et alors le mémoire, est-ce que c'est un projet inspirant et motivant? On a des débats au sein de l'équipe, mais voilà, on a quand même le mémoire qui apparaît ici. Donc voilà, une pédagogie active qui va un peu vous changer de ce que vous avez pu vivre à Dauphine au cours des 3 premières années. Je pense que le L3, pour ceux qui sont à l'université, c'est une des années les plus difficiles parce que, il y a une diversité de matières très forte, parce que la plupart des matières sont pas vraiment dans votre trajectoire professionnelle espérée. Ça demande des compétences très, très variées. On a un peu le sentiment parfois de passer voilà, de problématiques très différentes les unes des autres. Là, en M1, vous allez vous retrouver avec beaucoup de travaux de groupe, avec des sujets très, très concrets, beaucoup de faire, beaucoup voilà, d'entreprises, de professionnels qui vont venir vous parler, donner des cours ou vous challenger au sein des cours. Donc, voilà, une approche pédagogique, encore une fois, assez différente de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant à Dauphine. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, Fabienne, là-dessus. Ouais, c'est une pédagogie qui quand même privilégie autant que faire se peut la pédagogie en plus petits groupes, avec il y a encore quelques amphis pour vraiment quelques fondamentaux, mais beaucoup de travaux de groupe où vous allez aussi travailler avec d'autres. Ça, c'est peut-être assez différent de la licence. Et puis, je pense un bon équilibre entre à la fois encore des connaissances, j'allais dire fondamentales et utiles, et en même temps beaucoup de travaux appliqués et beaucoup de entre guillemets, pardonnez ma expression, mais de mettre les mains dans le cambouis pour effectivement déjà euh, comprendre et rentrer dans des projets très très concrets de ce que font les marketeurs. OK. Les principaux métiers auxquels forme le master. Bon, là, c'est une liste à Prévert qui, évidemment, n'est pas exhaustive. On a essayé de regrouper en grandes catégories. Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous n'avez plus à choisir votre parcours dès le M1, que vous soyez en initial ou en apprentissage, ce qui vous laisse l'opportunité de tester, de vous projeter à travers la césure ou à travers votre première année d'expérience en, en entreprise en alternance. Et voilà, et d'aller vers des métiers finalement assez différents, soit des métiers d'interface, de coordination, de gestion de projet, chef de produit, brand management, des métiers en agence ou chez l'annonceur autour des questions de la communication, que ce soit communication traditionnelle ou beaucoup maintenant digitale, hein. On a des chefs de projet digitaux qui peuvent être chargés d'optimiser les campagnes, de gérer des campagnes d'influence avec des digital influenceurs. Vous avez des métiers autour de la connaissance marché, connaissance client, chargé d'études, planning stratégique qui s'occupent dans les agences de faire remonter un peu les insights, les tendances sur lesquelles vont s'appuyer les créatifs. Business developer, donc des métiers plus commerciaux qui vont aider finalement à concevoir et à commercialiser des offres, parfois en B2B, parfois sur des questions de technologie dans les grandes entreprises de la tech. Il y a pas mal de créateurs d'entreprises. On a une ancienne du master qui est à la tête de l'incubateur, Oriane, à la tête de l'incubateur à Dauphine. Il y a au sein de chacun des parcours voilà, des étudiants qui font ce choix de monter leur boîte. Voilà, donc une grande diversité des métiers avec des facettes parfois très analytiques. Euh, Tout ce qui est digital repose sur la mesure, sur des outils, sur des boîtes de tech. Tout ce qui est voilà, dans les études également. Le e-commerce, on va être sur des choses comme Traffic Manager qui vont être d'optimiser le trafic des plateformes. Donc le marketing a aussi cette facette autour de la donnée, autour des métiers du chiffre. Et de l'autre, des métiers plus créatifs, plus relationnels. Et souvent, voilà, un équilibre entre les deux facettes.
Donc voilà, je ne sais pas quelle est votre vision des métiers du marketing, mais en tout cas, vous allez pouvoir, en fonction de votre sensibilité, de vos compétences, de vos envies, euh, naviguer entre ces deux extrêmes. Vous aurez bien sûr non pas un métier, mais plusieurs métiers avec des changements de poste assez réguliers, à la fois de manière verticale avec des promotions, mais aussi de manière horizontale. Les grandes entreprises aiment bien, je parlais de Procter tout à l'heure, ils aiment bien avoir d'abord une expérience de terrain commercial et ensuite une expérience au marketing de produits sur des marques. Et donc voilà, il y a cette capacité à naviguer, à jouer sur un côté analytique, étude du marché, compréhension, un côté opérationnel, développement, conception d'offres, et un côté plus relationnel de vente. Donc c'est ça qui est intéressant et compliqué, hein, mais qui est intéressant dans ce master, dans la pédagogie et dans le débouché. Et juste pour Fabienne, compléter, tu veux... ouais, Ouais. ce sont des métiers qui bougent beaucoup, qui demandent d'être très en prise, j'allais dire, avec les tendances, les évolutions de la société en général et des outils qui vont avec. Juste un petit témoignage personnel, puisque j'ai été moi-même marketeuse pendant de nombreuses années. Je crois que j'ai changé de poste tous les ans, donc c'est des métiers dans lesquels on ne s'ennuie jamais. On est tout le temps en train de bouger, découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Un métier qui, Manuel l'a dit, mais c'est vraiment hyper important parce que je crois que c'est ce qui caractérise ces métiers qui demande d'être toujours un peu sur deux jambes, hein, une jambe très analytique et une jambe plutôt créative et plutôt avec pas mal ouais, d'imagination. Et donc ça, c'est finalement assez rare dans tous les métiers de l'entreprise, parce que le marketeur, c'est vraiment celui qui fait le pont avec les marchés et avec les gens, avec les consommateurs, les clients. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, vous allez vous spécialiser très progressivement. C'est pour ça que le master est sur les 2 années, si vous êtes en apprentissage, ou sur 3 ans quasiment, si on compte la césure en formation initiale, vous avez plein d'opportunités de découvrir plusieurs des facettes, de vous spécialiser très progressivement, de plus ou moins vous spécialiser d'ailleurs selon vos appétences, pour après exercer des métiers, on le voit chez les anciens, qui sont assez variés avec des carrières qui bougent beaucoup. Voilà ce que je voulais Ok, bon, dire, c'est un Manuel. peu la course, hein, parce qu'on a ensuite des témoins étudiants et on aimerait évidemment garder un temps pour vos questions, sachant qu'on vous dit sans doute des choses là que vous savez déjà. Le processus de sélection, vous avez un calendrier que vous connaissez. Les entretiens, s'il y a lieu, auront lieu tout début avril. Tu compléteras avec les chiffres sur le nombre de candidatures, peut-être Fabienne, sur la formation initiale. Vous le Ouais, savez, hein, vous avez un vœu sur un master et des possibilités de mettre des sous-vœux si vous voulez les deux formes, initiale et apprentissage. Donc n'hésitez pas évidemment à utiliser ces sous-vœux. Euh, Là, c'est des chiffres qui peuvent être un peu effrayants avec le nombre d'étudiants capés à 30 cette année 28, mais qui doivent pas freiner vos velléités de faire ce master si c'est votre intention, puisque voilà, il y a 1300 candidatures. Donc là, je parle des premiers vœux en apprentissage sur, euh, sur le master, et on a à peu près la même chose, voire un peu plus en initial. Voilà, on a deux commissions dédiées et une sélection assez forte. Bon, mais rassurez-vous, voilà, on a des dossiers qui ne sont pas filtrés, hein, donc il y a un peu d'autosélection, mais on a des étudiants qui viennent d'autres universités, qui viennent de formats peut-être plus originaux, type BTS, DUT, et qui ne sont pas tous voilà, au niveau académique et d'expérience qu'on souhaite avoir. Il y a pas d'autocensure, hein, et une chance de rentrer dans le master qui ne doit pas être négligé. Un profil plutôt féminin, c'est à peu près la même proportion en initiale, hein. On a à peu près 70%, 80% de filles. Ça, c'est lié peut-être
voilà, à certaines spécialités, communication, management du luxe, qui sont peut-être spécifiquement féminines. Bon, là encore, il n'y a pas de quota et pas de censure à avoir à ce niveau-là. Euh, L'an dernier, on avait 3 parcours en alternance en M1. Il faut bien que vous compreniez, Fabienne l'a dit, que à partir de la rentrée prochaine, tous les Master 2 sont proposés en apprentissage. Ça veut dire que quel que soit le Master 2 que vous souhaitez rejoindre, vous pouvez candidater au Master en apprentissage. Bon, attention, ça veut dire un master condensé, ça veut dire beaucoup, beaucoup de travail et la nécessité d'être assez fixé sur un métier assez rapidement, dans la mesure où autant la formation initiale permet de prendre le temps d'avoir 2 stages de césure qui permettent de tester peut-être 2 secteurs, 2 fonctions assez différentes. Bon, la vertu de l'alternance, c'est d'être tout de suite en entreprise dès le M1, mais avec ce frein, c'est que si vous réalisez que vous êtes engagé dans une voie qui ne vous correspond pas, le rétropédalage est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, les deux masters, enfin les deux formes initiales d'apprentissage se complètent bien et le M1 apprentissage va être vraiment réservé à ceux qui ont déjà un projet assez abouti. Ouais, donc, Sur, très sur, rapidement, sur les chiffres du M1 en formation initiale, c'est à peu près similaire. On a 1450 candidatures l'année dernière pour au total 120 places. Et l'année dernière, ça s'est réparti sur 80 places pour des étudiants de Dauphine, 40 places hors Dauphine pour voilà. Aussi à peu près la même proportion, effectivement, hommes-femmes que ce que Manuel vient de dire. Ah, mais là aussi, même message, hein, pas d'autocensure, pas être nécessairement effrayé par ces chiffres, et candidater. Si vous avez un bon dossier, vous avez toutes vos chances. ok. Ce qui peut et doit vous inquiéter, bon là on rentre pas dans le détail, mais la recherche peut être longue, peut être fastidieuse. Cette année, je crois qu'il y a une étudiante qui a envoyé 100 candidatures avant de réussir à trouver un apprentissage, donc ça peut évidemment être un peu désespérant. D'où la nécessité, je le dis maintenant, hein, de débuter la recherche tôt, même avant d'avoir une réponse positive. En tout cas, nouer des contacts avant, pas vous engager, mais commencer à prospecter là-dessus, pas vous précipiter non plus. Et encore une fois, c'est un enjeu important de la formation en apprentissage. Et bon, pour ceux qui sont intéressés, vous aurez tous les contacts pour avoir le détail du calendrier si besoin. Peut-être un peu prématuré de parler de tout ça. Et là, je vous ai mis sur le dernier slide quelques exemples d'entreprises qui accueillent nos étudiants. Donc, si on se concentre sur le M1, par rapport voilà, vous avez une grande diversité, hein, c'est aussi ça la richesse de ces formations. BNP, Picard, Chanel, Scotch qui est une agence, L'Oréal, Bayard, Baccarat. Bon, vous voyez ces intitulés. Et après, des colorations qui vont être plus spécifiques sur les Master 2, Luxe, Business Development, par exemple. Donc en tout cas, juste euh, ça vous permet éventuellement de repérer les étudiants et le bouche à oreille entre étudiants fonctionne bien pour trouver des alternances. Ça vous permet aussi de voir la diversité des secteurs que vous pouvez occuper et évidemment la richesse des discussions qui naissent de la confrontation de ces différentes expériences. Euh, voilà à peu près ce qu'on pouvait vous dire sur les césures. Même chose, hein, il y a une grande diversité de trajectoires d'étudiants pour les formations initiales. La plupart font 2 stages de 6 mois. Vous avez aussi la possibilité de mener à bien des projets associatifs, des voyages, si c'est cohérent avec le parcours. Voilà. Et là, on va retrouver à peu près les mêmes typologies d'entreprises au sein des 120 étudiants qui font leur césure entre le M1 initial et le M2. Donc, quelques messages clés sur les qualités requises et la nature des postes, de la diversité. Toutes les trajectoires sont bonnes.
La personne qui est chez Picard, par exemple, elle avait fait une école d'hôtellerie-restauration et elle avait un peu de mal avec le côté militaire et machiste de la culture dans les cuisines. Et maintenant, elle est chef de produit sur des produits secs chez Picard. Quelqu'un qui voilà, est chez Bayard, qui était dans les ordres, a fait quelques années en monastère avant de reprendre au sein de ce groupe à l'actionnariat catholique. Vous avez des gens passionnés de travaux et de respect de l'environnement qui travaillent sur l'isolation des bâtiments avec la plateforme du bâtiment qui fait partie du groupe Saint-Gobain. Donc voilà, chacun amène ses passions, amène son parcours et occupe des postes qui lui conviennent. C'est un peu la logique qui prévaut en marketing, hein. Venez comme vous êtes, comme disait McDo, et devenez voilà, les managers de demain qui vont voilà, s'accomplir à la fois professionnellement, mais qui vont vivre dans un secteur qui leur convient avec des postes, des missions qui ont du sens pour eux. หนูจะ On a, บอก ouais, on a tenu la demi-heure. Est-ce que il y a encore des éléments, peut-être Domitille, vu J'ai qu'on est essayé de encore répondre un maximum aux questions posées dans la conversation, Fabienne aussi. Je pense qu'on peut faire une réponse commune à tous ceux qui se posent la question de ne pas pouvoir mettre sur ma candidature un justificatif. Si jamais vous n'avez pas encore terminé une formation ou si vous n'avez pas le justificatif, Fabienne, Emmanuel, vous irez dans mon sens ou pas. Vous pouvez mettre une attestation sur l'honneur, comme quoi vous aurez ce diplôme dans les semaines qui viennent. Donc voilà, vous mettez une attestation sur l'honneur, puis dès que vous avez le document, vous pourrez me l'envoyer à moi pour tout ce qui est alternance et à Harry Fadel pour tout ce qui est initial. tout Voilà. à Et fait bien ça. sûr, des diplômes en cours, on comprend très bien que vous n'ayez pas encore les diplômes, hein, c'est normal. On recrute très tôt. Si vous n'avez pas encore votre relevé de notes, toutes les pièces complémentaires, vous pourrez les amener à l'entretien, enfin, les amener, les transmettre avant l'entretien si vous êtes sélectionné. Donc, c'est assez logique, hein. Vous êtes en licence ou équivalent, en BBA, vous n'avez pas encore toutes vos notes. Mais voilà, on fait avec, il n'y a pas de souci. Peut-être quelques mots de la part d'étudiants actuels qui vont donc peut-être vous dire leur ressenti sur l'année en cours. Alors là, je les vois pas, mais vu que vous êtes 175 maintenant, ils doivent être un peu dilués. Est-ce qu'il y a des étudiants actuels qui souhaitent prendre la parole? Bah, je peux commencer. Ok, Vous c'est parti. m'entendez? Oui, Oui. Oui. Bah, bonjour à tous, je m'appelle Léa, je suis en master 1 dans la promotion qui est en alternance et je suis actuellement en alternance chez Louis Vuitton dans le département achat haute joaillerie. Si je devais faire un retour, ben, nous on a énormément de choses parce qu'on a une promotion qui fonctionne très bien avec des profils très diversifiés et qui crée une richesse assez incroyable dans la classe, on s'entend très bien. Et bah, pour reprendre un peu ce qui a été dit à la fois par Monsieur Cartier et Madame Lonville, c'est un programme qui est assez complet. On rencontre beaucoup de professionnels. On a fait des projets, notamment dans le cours chef de produit avec Procter Gamble, qui nous permet sur quelques semaines d'être un peu immergé dans le corps du métier de chef de produit. Ou encore là, on commence le challenge L'Oréal. Donc, c'est une formation qui est quand même hyper complète et qui nous permet de voir plein d'aspects de métiers différents au travers vraiment de cas concrets, quoi. Voilà. peut-être ce qui intéresse les étudiants qui sont là, la sélection, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, le dossier, l'entretien? Bah, c'est vrai que c'était assez tôt. Je peux comprendre qu'il y ait une angoisse par rapport à la recherche d'alternance. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des premiers points de contact, du moins dans des entreprises ou des corps de métier qui nous intéressent pour savoir où rechercher une fois qu'on est accepté ou pas.
Et après, voilà, il me semble que l'admissibilité, elle était en mars et les entretiens en avril, donc c'est quand même assez tôt pour pouvoir faire sa recherche assez sereinement à partir du mois d'avril, donc pas particulièrement angoissée pour ma part. Ok. Est-ce Et que Léa vient quelqu'un je sais d'autre? pas si tu as eu je sais pas si vous avez eu l'occasion de le dire, Léa, mais vous venez du BBA de l'ESSEC. Voilà, certains posent des questions sur les BBA. Et Ouais, absolument. ouais. Et on est quelques-uns à venir du BBA de l'ESSEC cette année dans la promotion, absolument. On Ça peut a l'air peut-être assez. dire, pour répondre à certaines questions, il y en a qui demandent quelle est la moyenne minimum. Comme le disait Fabienne tout à l'heure, en fait, c'est vraiment le dossier dans son ensemble. Donc, c'est difficile, je pense, de donner. On peut pas donner de moyenne minimum. Fabienne. Oui, non, je confirme qu'on regarde le dossier dans son ensemble. On connaît très bien les profils d'étudiants, y compris d'établissements qui ne sont pas les nôtres. Donc, on fait aussi très attention parce qu'il y a des cultures d'évaluation qui donnent des notes un peu différentes. Donc, on va vraiment prendre un dossier dans son ensemble. Il y a des universités ou établissements qui notent très sec. Je vois quelqu'un poser une question sur une licence en droit. On sait que nos collègues en droit notent un peu différemment, par exemple d'autres disciplines. Donc on regarde vraiment chaque dossier. On regarde aussi votre motivation, vos projets, et puis effectivement ce que vous avez fait avant. Alors c'est vrai que Dauphine est une université sélective et qu'on a globalement, vous l'avez vu, hein, le choix. Donc on prend plutôt des très bons dossiers, mais vous pouvez avoir un très bon dossier pour des raisons un peu différentes. Donc là aussi, pas de censure. Préparez bien votre dossier, montrez bien votre motivation et puis les éléments de votre dossier qui peuvent conforter ça. Et puis tous les dossiers sont étudiés. Vous voyez, par exemple, là, il y a une question sur est-ce que faire une alternance, c'est un critère de sélection? Non, c'est pas un critère particulièrement. Encore une fois, c'est vraiment le dossier dans son ensemble qu'on va regarder. Donc, pas de Que priorité pour les boursiers. Tout le monde doit passer par My Candidature, que vous soyez voilà, euh, dauphinois, non dauphinois, étudiant en France, à l'étranger, en université, en école de commerce. Euh, et ensuite, voilà, on va regarder le niveau académique, l'expérience, la motivation, le projet. Question qui demande si l'expérience en association est valorisée à Dauphine. Oui, ça fait partie de votre passé et c'est valorisé. En master, il y a des associations de master qui mènent des projets, peut-être un peu moins d'associations sportives, culturelles comme on peut avoir dans les premières années, même si vous pouvez toujours contribuer, mais voilà, l'emploi du temps fait que vous aurez peut-être un peu moins de temps pour ça. Donc voilà, diversité des profils et des critères assez classiques sur l'expérience pro et le niveau académique avec le projet et la motivation. Inès qui a une question, je vois dans le. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport à la formation en alternance. Cette année, combien de personnes ont été admises hors Dauphine? Alors, c'était sur le slide, 15 la moitié, un peu plus de la moitié. Ok, d'accord. Et du coup, vous privilégiez quand même les personnes qui ont déjà été en alternance, non? Alors, on privilégie les personnes qui ont une expérience professionnelle, mais que ça soit du stage ou de l'alternance, peu importe. D'accord, Pas, ok. nécess- pas nécessairement Inès pour avoir été dans la commission l'année dernière, parce que à l'inverse, parfois on peut se dire tel ou tel profil, au contraire, vu son projet qui est assez précis et vu ce qu'il a fait avant, ça a fait du sens qu'il fasse de l'alternance maintenant. Notre but n'est pas non plus nécessairement d'avoir des étudiants qui ont fait 5 ans d'alternance sur leur parcours de master. Donc là aussi, ça dépend vraiment Ok. du projet. L'alternance, la différence, c'est qu'il faut un projet, Manuel l'a dit, mais c'est vraiment ça, un peu plus précis. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir une petite idée de ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire.
tout simplement parce qu'il va falloir le défendre auprès d'entreprises auprès de qui vous allez chercher à être embauché. Donc c'est plutôt ça. Bien sûr. Ok, bah merci beaucoup pour votre En prie. réponse. On a encore une question? Je vois. J'ai vu une main levée. Bonsoir, c'est ma question. J'aimerais savoir s'il y a un niveau d'anglais nécessaire ou recommandé pour Master 1 formation initiale. Alors, pas de prérequis sur le niveau de langue. Si vous avez évidemment des résultats Cambridge Proficiency, TOEIC, ou vous les mettez, c'est toujours. De toute façon, tout ce qui peut servir votre candidature, évidemment, vous le présentez. Mais par exemple, c'est plutôt pendant le master, on va vous demander d'avoir un certain niveau de TOEIC pour valider le master à la fin. Voilà, mais pas à l'entrée, pas de prérequis à l'entrée. Merci beaucoup. Une deuxième question. Ouais, avant de prendre les autres questions sur le fil, donc possibilité de partir à l'étranger, cela va vouloir dire à l'étranger. En master, en formation initiale, il y a des échanges d'un semestre qui peuvent être faits avec des universités partenaires. Ensuite, il y a le stage de césure qui peut vous permettre aussi de partir 6 mois à l'étranger. Par contre, pour la formation en apprentissage, là, vous risquez, enfin, c'est même certain, d'être 2 ans et à Dauphine et dans l'entreprise qui n'est pas trop loin, parce que le rythme d'alternance ne permet pas d'avoir un stage au-delà de banlieue ou province proche. Romain, Ensuite, une question là? Romain, on va prendre votre question. Vous avez la main levée. Quel moment est-ce qu'on a connaissance de cette spécialisation? très bonne question. Alors, 6 mois avant donc le début du master 2, vous allez vous positionner sur la spécialité que vous privilégiez. Et encore une fois, Fabienne l'a dit, il y a une partie des cours en commun et il y a à peu près 50% des cours qui sont dédiés. Et donc, voilà, soit au milieu donc, de la première année en alternance, soit au milieu de la césure, vous allez nous indiquer vos vœux de parcours. Et ensuite, on va répartir les étudiants dans leur premier, voire deuxième, voire troisième choix. Cette année, sur les 150 étudiants, on en a eu 135 qui ont eu leur premier choix. Et 15, enfin, je pense que c'est 10 leur deuxième et 5 leur troisième choix. Donc, c'est voilà, 6 mois avant que vous avez au sein du master confirmation de la spécialité dans laquelle vous allez effectuer votre M2. Mais les 5 parcours sont en alternance et il y a une partie de cours communs et d'options libres. Très bien, je vous remercie. Donc, on est choisi en fonction de nos résultats scolaires aussi, j'imagine, pour la spécialisation? C'est beaucoup le projet quand même, parce que là, il faut pour le coup, comme c'est une spécialisation progressive, c'est aussi beaucoup votre soit alternance, soit vos stages de césure, qui font qu'il y a une logique de projet professionnel qui est beaucoup plus affinée que quand vous rentrez dans le master. Donc c'est beaucoup ça. Ça peut être aussi un petit peu le résultat académique entre deux dossiers équivalents, mais on donne quand même la prime au projet, en fait, pour ce choix. Qui a lieu, comme a dit Manuel, en fait, ça a eu lieu très récemment, hein. C'est vraiment dans le mois de janvier que se fait toute la procédure. Très bien, je vous remercie. Amina? Oui, bonjour. En fait, juste de ce que j'ai compris pour le M1 apprentissage, est-ce que c'est là où on peut se spécialiser en M2 ou c'est aussi pour le M1 initial? Pour les deux parcours, votre spécialisation, elle intervient de la même manière. Alors, la différence, c'est que quand vous êtes en M1 en initial, votre professionnalisation, vous la faites pas pendant l'année de M1 en apprentissage, mais vous la faites en année de césure. Donc vous êtes décalé d'1 an, entre guillemets, mais vous allez, pareil, choisir votre spécialisation en M2 pour les deux parcours. Ok. Je sais pas si c'est Ok, clair. c'est clair. Pour le même Oui, oui, apprentissage, ce sera en janvier de l'année d'apprentissage, donc vraiment en janvier 26, là, dès l'année prochaine. Et pour ceux qui vont rentrer en M1
initiale, ils le choisiront en janvier 27 pour une rentrée un an après, puisqu'il faut une année de césure. Ok, super, merci. Question de Luna? Oui, alors du coup, en fait, je suis actuellement en L3 à Dauphine et c'est vrai qu'on n'a pas encore tous nos résultats et de même, bah, potentiellement, on ne sait pas, spécialement si on va au rattrapage ou pas. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui joue, ou pas, spécialement? Dominique a répondu à cette question, hein, que vous n'ayez pas vos résultats, en tout cas de dernier semestre, personne ne les a, hein, donc au moment où est candidate, parce que la sélection se fait relativement tôt. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Vous faites ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, vous faites une déclaration sur l'honneur. Et puis, si vous avez des rattrapages à faire et que vous êtes néanmoins sélectionné, j'imagine que vous faites vos rattrapages avant de pouvoir rentrer dans le master. Je sais, Manuel, je ne sais pas si tu as Ouais, déjà alors il y a géré. une anecdote assez drôle à ce sujet, c'est qu'il y a une étudiante qui avait été prise dans le M1 en apprentissage et qui a été au rattrapage et qui a finalement validé grâce à une décision de jury courant d'octobre. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait intégrer le master avec des bonnes notes en marketing et dans d'autres matières et des faiblesses en comptabilité, par exemple. Et ça veut dire aussi que, par contre, si vous ne validez pas votre licence, là, elle aurait dû quitter le master, redoubler, ce qui était évidemment problématique par rapport à l'alternance qu'elle avait déjà commencé. Bon, donc on est conscient des décalages de calendrier, qu'on est un peu en avance de phase par rapport à certains processus de licence. Mais si vous allez au rattrapage sur une matière qui n'est pas centrale dans ce qu'on attend, c'est pas dramatique. Bon, évidemment, si vous avez 6 matières au rattrapage, dont certaines qui sont proches des matières que vous allez étudier, c'est pas un bon signal pour votre dossier. OK, d'accord, Ah, bah, merci beaucoup. On a Eva aussi qui a une question. Oui, bonjour. Du coup, je reviens pareil sur la L3 et par rapport aux notes. Je n'ai même pas mes résultats du premier semestre de L3 qui arrive début mars et il y a une rubrique pardon, obligatoire pour la candidature, enfin une moyenne à renseigner. Du coup, qu'est-ce que nous devons renseigner? Alors, c'est assez rare qu'on n'ait pas quand même le semestre de S5, hein, du coup, votre premier semestre de L3. Oui, c'est ça. Ouais, ça, j'ai pas encore trop vu le cas, parce que sinon, si vous avez votre premier semestre de L3, vous mettez cette note-là en moyenne. Et ben vous mettez NA, hein, non applicable, et puis vous expliquez dans votre lettre. On traitera, enfin, on le voit hein, quand ça sort avec une anomalie, entre guillemets, on ira regarder la lettre et on comprendra ce qui s'est passé. Ça peut arriver parfois aussi sur des gens qui sont à l'étranger, où il n'y a pas de notes bon, à la fin du semestre. On a déjà eu des cas comme ça. Donc vous mettez NA pour non applicable, à la place du chiffre dans la moyenne. D'accord, je vous remercie. Et Inès, à nouveau. Oui, alors je reviens vers vous. C'est dans l'optique où on serait du coup admissible et qu'on passerait du coup les entretiens. Comment se passe l'entretien? C'est enfin la durée de l'entretien, les questions, enfin Ouais. le déroulement, quoi. Ouais, bah, c'est un entretien de 15 minutes en visio pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour pas vous faire venir. Avant, on faisait ça en présentiel et c'était un peu déchirant pour les enseignants de ne pas accepter quelqu'un qui avait fait 5 heures de train pour venir à 15 minutes d'entretien. Donc tout est en visio, ça se passe très bien. On vous donne 5 minutes pour que vous vous présentiez, pour que vous nous décriviez votre parcours, votre projet, votre motivation. Et ensuite, il y a des échanges sur une dizaine de minutes. Donc là, ça dépend des membres du jury. Ça va être par rapport aux perches que vous aurez tendues, par rapport aux spécificités de votre projet. Il y a des questions peut-être. Hein, donc Léa étant luxe, les responsables du parcours luxe aiment bien. On peut spoiler pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Vous demandez la dernière expo à laquelle vous avez été. Donc ça peut être des petites marottes spécifiques par enseignant. Mais voilà, globalement, il s'agit d'apprendre à vous connaître. Et il n'y a pas de questions techniques sur des concepts marketing, pas des questions de connaissances, mais plutôt votre projet, votre personnalité.
Alors, Ok, juste, d'accord. désolé Manuel hein, de revenir sur ce point-là, parce que bon, pas tout à fait, on n'est pas vous On donner n'est des pas informations raccord. légèrement contradictoires, mais l'année dernière, les entretiens ont été rebasculés en présentiel Ah, pour tous les étudiants qui sont à moins de 3 heures de train, on avait dit, hein. Et donc, si vous êtes vraiment très loin, on avait un des jurys qui assurait en distanciel, et bien évidemment pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, on a l'année dernière remis des entretiens en présentiel. Désolé, Manuel, de ok. contredire du coup Bah, l'information qui vient d'être donnée. Mais du coup, on en verra. initial, la durée est la même. C'est aussi 15 minutes. Oui, bien Même si sûr. c'est Ouais, D'accord, ok. ouais. Et le Et jury est composé de plusieurs personnes ou c'est un seul deux personnes D'accord, ok. toujours. Euh, Et ça, c'est mieux. Et souvent, l'année dernière, ce qu'on avait fait, et j'espère qu'on pourra le refaire, c'était un enseignant et un étudiant ou doctorant de notre équipe de laboratoire, donc pour avoir un peu différentes possibilités de poser des questions. D'accord, ok. Merci. Eva? Pardon, excusez-moi, j'ai pas fait exprès de. D'accord, Désolée. tout va bien. Entretien obligatoire pour tout le monde. Alors d'abord pour les admissibles, en effet, mais en formation initiale, pour certains étudiants de Dauphine, l'admission peut être directe, hein. Donc autant en apprentissage, l'entretien est nécessaire pour vraiment pouvoir s'assurer de la cohérence de votre projet et de votre capacité à trouver une alternance, hein, parce que c'est quand même un enjeu. Pour la formation initiale, il peut y avoir des admissions directes pour certains étudiants. En gros, oui, pour compléter en initiale, les très bons dossiers de Dauphine, on les prend sans entretien. Les dossiers un peu plus tangents passent un entretien comme les candidats externes. Alors, Luna, donc pas Luna, notre témoin du M1, mais Luna Lorenko, vous avez une question? Ah non, désolée, j'avais juste pas enlevé la Ouais, main. ok. Désolée. On a une question de Juliette. Juliette, vous avez une question? Juliette ne répond pas, donc Je peux Apolline, c'est à proposer vous. Apolline. Apolline, question ou pas? Question. Bon, et Juliette, si vous n'avez pas de... Voilà, il y a peut-être une question par écrit, si votre micro ne marche pas, à laquelle on peut On a répondre. Amélie maintenant. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous acceptez des dossiers qui ont déjà un master dans un autre domaine et qui souhaitent se réorienter vers le marketing? Oui, régulièrement. On ouvre, enfin, on essaye d'avoir justement des promotions un peu variées. On ouvre quelques places quand on a les candidatures, hein, mais pour un peu ce qu'on appelle les doubles compétences pour des gens qui ont fait. Alors j'ai en mémoire l'année dernière des gens qui avaient fait des cursus de droit, d'art, de littérature. Donc on en a quelques-uns dans chaque promotion. Et, donc D'accord, très n'hésitez bien. pas à candidater. Merci beaucoup. Ouais, donc vous l'avez compris, on a une optique assez ouverte, puisqu'on considère que on a une diversité de compétences nécessaires, une diversité de postes à occuper, de métiers. Donc, il n'y a aucune singularité de votre dossier qui vous empêche de postuler. Si vous avez une année d'école de commerce en développement durable, la question du marketing durable, hein, l'empreinte carbone, l'inclusivité, toutes ces questions-là sont au cœur de notre réflexion, évidemment. Donc ça a un impact sur votre candidature, mais qui n'est pas un impact
négatif. Donc voilà, ça veut dire que il faut réussir à raconter une histoire cohérente, à avoir identifié des postes en marketing stratégique qui vont être nourris par cette spécialisation et sans doute par un engagement personnel fort. Mais voilà, toute singularité, si vous arrivez à raconter une histoire cohérente et à développer un projet autour, elle est positive. À part l'entretien, pas d'autres épreuves. Pour une question, Baïsata? Oui, bonjour. J'aimerais savoir si c'est possible des étudiants qui ont déjà un master depuis un petit moment et qui veulent aujourd'hui reprendre des études. Alors, Oui. Donc, il y a pour la formation initiale, il faut que vos études, votre dernier diplôme ait enfin, jusqu'à 3 ans. Sinon, vous êtes considéré étudiant en formation continue. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Simplement, si vous avez quitté le cursus depuis plus de 3 ans, les formations en initiale ou en apprentissage ne vous sont plus accessibles. Je ne sais pas si ça correspond à votre cas. Et pour l'apprentissage, il n'y a plus de J'ai limite. Ouais. j'ai eu un master en 2020-2021. Ouais, ça va être juste. Il faut regarder. Est-ce que, est-ce que Domiti, voilà, on a un délai spécifique. Je crois que c'est 3 ans, mais Je crois que c'est 3 ans aussi, ouais. Donc là, on serait dans un délai un petit peu supérieur à ce délai-là. je pense que pour votre cas particulier, il faudrait écrire au référent administratif du M1, donc Domiti ou Harry, ou les deux, pour qu'on puisse se renseigner et vous faire une réponse vraiment spécifique à votre cas, enfin, avec donner tous les éléments, et puis on vous répondra. Ok, merci beaucoup. 10. Oui, bonjour. Je me demandais si l'entrée via le parcours alternance était plus compétitif que l'entrée en formation initiale, notamment en termes de ratio de demande versus ce que vous pouvez accepter en quota d'étudiants dans l'un ou dans l'autre. Il y a moins de place, pour vous répondre, il y a moins de place numériquement de toute façon en apprentissage. Donc vous avez 30 versus 120. Et il se trouve que, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 1300 et 1450 candidats et que c'est à peu près les mêmes. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que une grande partie des candidats choisit de se porter candidat aux deux. Donc c'est un peu le même vivier. Après, le choix entre apprentissage ou initial, ça ne doit pas se penser en termes uniquement de probabilité ou de chance d'intégrer. Je pense que c'est vraiment soit vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez faire et allez-y, défendez l'apprentissage parce que ça va vous servir votre projet professionnel, soit au contraire, vous avez besoin de temps et vous voulez vous spécialiser plus progressivement et dans ce cas-là, la formule initiale est plus adaptée. Enfin, je pense qu'il faut plus le penser comme ça que vraiment en termes de probabilité d'intégrer. Le M1 formation initiale est aussi celui qui accueille de façon un peu naturelle, j'allais dire, ceux de la licence de Dauphine, de la licence LSO qui veulent poursuivre en master marketing et stratégie. Donc c'est ça aussi qui fait la différence. Je sais pas, Merci. Manuel, si tu veux compléter. Ouais, non, c'est tout à fait. Je dirais que pour les extérieurs, c'est peut-être un peu plus difficile en statistique l'apprentissage. Pour les Dauphinois, il y a moins de candidats en apprentissage. Donc, on doit être sur des ratios de sélection à peu près équivalents. Un peu plus effectivement, un peu plus en apprentissage du fait du plus faible nombre de places, mais Ouais.
Il y a une question sur les étudiants sportifs de haut niveau. L'alternance est-elle possible? Eh ben, ça dépend. C'est-à-dire que si vraiment il y a des aménagements possibles hein, pour les talents, les artistes ou les sportifs de haut niveau qui peuvent avoir des dispositifs un peu différents, ne pas faire d'apprentissage parce qu'ils vont faire leurs entraînements. Donc voilà, après, ça se gère au cas par cas. Oui, sur les 120 étudiants, il y a 80 qui viennent de Dauphine et 40 de l'extérieur l'année dernière. Donc voilà. C'est pas un ratio fixe qu'on fixe nous, hein. C'est-à-dire que ça peut évoluer un peu d'une année sur l'autre. C'est aussi en fonction du vivier de candidats. On ne se donne pas de critères ou de pourcentage de nombre d'étudiants de Dauphine versus nombre d'étudiants d'autres formations. D'autres questions? On a Noémie. Oui, bonjour. J'ai vu que sur My Candidature, on pouvait mettre des lettres de recommandation. Je voulais savoir, est-ce que c'était vraiment un plus dans le dossier d'un étudiant? Alors, bon, chacun, Fabienne et moi, on a nos algorithmes d'étude des dossiers. Évidemment, je ne vais pas lire 1300 lettres de recommandation. Par contre, sur les hésitations, que ce soit à l'issue de l'étude des dossiers écrits ou des entretiens, la lettre de recommandation peut être déterminante. Donc, ne faites pas l'impasse là-dessus, mais c'est uniquement si vous êtes en ballottage. Si vous avez un excellent dossier, un super entretien, pas de lettre de recommandation, c'est pas du tout un problème. Et à l'inverse, vous avez beau être recommandé par le PDG de l'entreprise du CAC 40, si votre dossier n'est pas au niveau, ça vous aidera pas. Ok, merci. La recommandation qu'on peut faire, on l'a déjà faite, je crois, c'est préparer votre dossier au mieux avec ce que vous avez. Voilà, tous les éléments qui peuvent aider un jury à prendre une décision, vous les mettez. Effectivement, on les lira peut-être pas en toute première instance, enfin son tout premier balayage des 1400 et quelques dossiers, mais plus on affine la sélection, plus on rentre dans le détail de ce que vous avez fourni. De ce que vous avez fourni. C'est quoi un dossier D'accord. de haut niveau? Alors, je vois, j'ai une question là. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier de haut niveau? C'est quelqu'un, je vais vous dire, hein, les tout premiers qui posent pas de problème et qu'on prend sans discussion, hein, ceux qui sortent au plus haut quand on fait nos sélections, ça va pas vous surprendre hein, ce qu'on va vous dire, hein. C'est des gens qui ont un excellent dossier académique, mais pas que, c'est-à-dire qui ne font pas que étudier dans la vie, qui à côté de ça ont des engagements associatifs, ont mené à bien des projets, parfois des projets artistiques, culturels, se sont bougés, ont fait des petits jobs. Voilà. Donc, je dirais que c'est des très bons dossiers. C'est des dossiers qui cochent un peu toutes ces cases, hein, avec des débuts de projets. On s'attend pas à ce qu'à votre âge, il y ait des projets professionnels complètement aboutis. Mais on a envie, évidemment, hein, on est professeur de marketing, on a envie que vous soyez pas là complètement par hasard et que donc vous ayez 2, 3 éléments à nous communiquer qui peuvent être dans votre envie et dans votre enthousiasme, mais qui nous montrent que vous avez compris ce que c'était que le marketing et la stratégie et que ça vous plaira d'être là, quoi. Lettre de motivation, ouais, pas une lettre de motivation IA standard. On doit vous dire tout le temps ça et c'est un peu. Je comprends que ça puisse être un peu agaçant, mais soyez vous-même autant que possible. Et je vois d'autres questions. Des conseils pour être de motivation, ouais, c'est ça, soyez vous-même. Et est-ce que les étudiants en BUT Tech de Co sont désavantagés par rapport à ceux en licence? Ben non. Enfin, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est d'excellents étudiants de licence économie et gestion et d'excellents étudiants de BUT technique de commercialisation. C'est pas, voilà, on va pas trier comme ça, en fait, hein. C'est vraiment. Si vous avez un stage prévu après votre candidature, vous le mettez. Vous l'écrivez dans votre lettre de motivation. Même si vous ne l'avez pas encore effectué, parce qu'effectivement, ça peut être un élément qui montre que vous êtes
enfin, qui justifie pourquoi vous vous intéressez spécifiquement à notre master. Donc, bien sûr, vous le mettez, même s'il n'est pas encore effectué. Dans l'aide de motivation et pas dans le CV. Parce que moi, ça m'énerve les CV qui disent à venir et qui ont un super stage mais qui n'a pas encore commencé. Alors Ouais, après, c'est mieux dans chacun l'aide de est. motivation. Ouais, non, c'est Voilà. vrai. Il y a pas mal de questions sur les bourses. Est-ce qu'on a une obligation de prendre un pourcentage de boursiers? Pas que je sache. Alors, il se trouve qu'on a regardé des statistiques il n'y a pas très longtemps, justement, dans les différents masters de Dauphine. Il se trouve que le master marketing et stratégie est celui dans lequel il y a le taux de boursier le plus élevé. Mais c'est pas, honnêtement, c'est pas, on n'a pas trié comme ça. Il se trouve que comme on tient à une variété des profils, peut-être que c'est ça qui est une variété des origines en termes d'université ou d'école. Peut-être que cette variété a fait qu'on avait aussi finalement un nombre de boursiers relativement important. Les recommandations académiques ou professionnelles, on prend tout. Les deux vont. Pas de préférence. Et sur les prérequis pour avoir une bourse, alors là, Domiti, tu peux répondre à cette question Non, ou je on peux pas sait? répondre à cette question. Il faudrait vraiment s'adresser au service des bourses dont vous trouvez les coordonnées sur le site. Ouais. Parce que c'est vraiment des critères. C'est voilà, le foyer fiscal des parents. Donc, je pourrais pas les renseigner. Sachant que si vous êtes en alternance, bah, vous n'avez pas de bourse puisque enfin, vous perdez votre statut de boursier. Donc attention pour Oui. les boursiers, l'alternance, vous êtes payé, salarié, vous n'êtes plus boursier. Peut-être que pour conclure, je vous ai mis mon adresse email. J'ai mis également celle de Harry Fadel, qui est l'assistant de formation pour la formation initiale classique. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, mais regardez vraiment sur le site de Dauphine, il y a énormément de renseignements. Regardez les FAQ de My Candidature, qui répondent aussi, qui complètent, enfin, qui traitent les sujets de façon très générale et très complète. Voilà, nous, on essaiera de répondre au maximum à vos emails, mais c'est vrai qu'à cette période-là de l'année, on est parfois surchargé de questions qui sont parfois répétitives. Donc, vraiment, avant de nous poser la question, regardez bien sur le site et sur le mode de fonctionnement de My Candidature. C'est très, très bien fait. Vous pouvez commencer votre candidature, fermer votre dossier, y revenir, compléter, voilà, et tout vous expliquer pas à pas. Bonjour, j'avais une dernière question pour vous, si possible. Allez-y, Romain. Sur la rubrique où on met nos expériences professionnelles, est-ce que vous attendez à ce qu'on mette l'entièreté de nos expériences professionnelles ou seulement les plus pertinentes? J'aurais pas envie de vous encombrer avec trop d'expérience. Bah ouais, c'est pareil, c'est à vous de construire. Enfin, mais il faut vraiment vous mettre à notre place. On a beaucoup de candidats, donc il faut un peu nous aider en mettant en avant celles qui servent le plus votre candidature dans un master marketing et stratégie. Après, on aime bien aussi avoir des étudiants qui se bougent, hein. Donc le fait que vous ayez fait pas mal de petits jobs, vous pouvez regrouper ça dans une rubrique pour pas que ça prenne toute la place, mais c'est aussi un signal qu'on trouve aussi intéressant. Donc voilà, essayez de. Vous pouvez aussi gérer en mettant certaines plus en avant que d'autres, mais moi je dirais qu'il faut être relativement exhaustif dans un CV. En général, à 20-21 ans, vous n'avez pas non plus des pages et des pages de CV, hein, donc ni le Oui. temps de. Voilà, donc mettez en avant un maximum ce que vous avez fait. Ouais, Très bien, bah, il faut merci. pas. Donc, mais par contre, ne détaillez pas les expériences plus courtes ou plus anciennes. Mais par contre, pour l'anecdote, l'année dernière, j'avais sélectionné ce qu'avait fait. J'hésitais sur une candidate, le niveau académique, et je suis tombé sur donc expérience cueillette de Mirabelle. Et c'est pour ça que je l'ai fait venir en entretien. C'est ce petit détail qui m'a fait basculer vers l'admissibilité. Bon, malheureusement, elle n'a pas été retenue à l'issue de l'entretien, mais voilà, ça peut. Chaque petit détail compte, donc n'hésitez pas, même les choses qui peuvent vous paraître insignifiantes. La cueillette de Mirabelle, par exemple, ça peut faire la différence. Très bien, je vous remercie.
Alors, est-ce qu'on consulte le profil LinkedIn sur un candidat présélectionné? Non, franchement, on n'a pas le temps. Ah, mais faites-le bien quand même, hein, parce que si on a un doute, parfois on peut aller voir, mais enfin, on le fait vraiment à la marge. Et est-ce que la personnalité compte à l'entretien? Oui. Avant, c'est quand même difficile sur un dossier de complètement faire le tour de la personnalité de quelqu'un, mais pendant l'entretien, bien sûr que la personnalité, la façon de se présenter, etc. joue. Sur la manière de présenter le CV, est-ce qu'on peut être créatif? Modérément créatif. Voilà, si c'est, lisible, oui, si ça, nuit, à la compréhension du parcours, vaut mieux éviter. Est-ce qu'on... S Non, quand même pas linéaire, pas de CV type finance non plus, hein, c'est pour le marketing, mais et Et voilà, c'est pas la peine d'être trop pas de fancy non plus. CV v ouais, pas de CV vidéo puisque vous l'avez compris, il y a beaucoup de candidats. Donc en ce qui me concerne, moi je fais un premier tri sur le CV. Donc je télécharge 50 CV à la suite les uns des autres. Sur les 50 CV, je vais peut-être, rentrer dans le détail sur une quinzaine et les autres vont être éliminés d'office. Donc le CV vidéo, j'aurai pas le temps de regarder 50 CV vidéo. Un CV Mais peut être par plus long contre qu'une page, non, à votre jeune âge, plutôt non? Normalement, ça tient, hein. ouais, une page. Est-ce que alors, sur le M1, M2, le choix de spécialité, on a déjà répondu à cette question. On a, on a quand même une grande majorité, quasiment 90% des étudiants qui ont obtenu leur vœu 1. Puis après, on a 10% des étudiants, on a géré une admission dans un autre de leurs vœux. Et sur les spécialités bouchées, entre guillemets, très sollicitées, ça dépend des années. Il y a, 3 ans, c'était le master communication qui avait plus de candidats que de places. L'année dernière, c'est le master luxe. Cette année, c'est le parcours, business development. Donc, ouais, il y a pas trop enfin, il y a un équilibre, qui se crée, et en tout cas des mouvements, dans les vœux des étudiants. Alors, pour les étudiants en CPGE, bien sûr qu'on sait qu'un étudiant en CPGE n'a pas eu le temps de faire 10 000 stages et 10 000 expériences et que ça n'a rien à voir avec un dossier de BUT. On connaît très bien toutes les formations, donc on les évalue en conséquence. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Et est-ce qu'il faut avoir une idée précise du M2 que l'on va faire dans la candidature de la main? Non, pas nécessairement, puisqu'on a des possibilités. Enfin, on vous l'a dit, hein, on conçoit très bien que vous vous spécialisiez progressivement. Alors c'est peut-être un petit peu à nouveau un peu différent pour l'alternance où il faut être un petit peu plus précis sur son projet, mais il n'est pas nécessaire de savoir exactement quelle spécialité vous voulez faire dès la candidature. Faut par contre avoir une idée de pourquoi vous postulez en marketing et stratégie, quoi. Voilà, c'est ça et pouvoir la défendre. J'avais une dernière question à vous poser. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah super. C'était pour savoir, est-ce que vous avez un nombre de personnes admissibles à respecter? J'imagine qu'en initiale et alternance, c'est un peu différent, mais Alors admissible, en alternance, j'essaie d'avoir un ratio, de fois 3 fois 4 entre les admis et les admissibles et ensuite, on a un maximum, donc de 120 en initiale et de 30 en apprentissage sur les admis. Moi, l'année dernière, on a conduit 130 entretiens pour 40 places au final, les 80 autres ayant été prises par des étudiants de Dauphine qu'on a pris directement sur bon dossier. OK, Voilà. merci. Pour les étudiants internationaux qui ont des systèmes de notation différents du sur 20, oui, il faut convertir. Vous convertissez vos notes en... Enfin, c'est assez facile, hein, c'est une règle de 3.
en sur 20, parce que sinon, effectivement, ça va causer une petite anomalie dans le système, alors qu'on a réglé manuellement l'année dernière, mais si on peut s'éviter ça, c'est mieux. Inès? On a Aurore, c'est ça, encore? Bonjour, voilà, j'ai une question assez particulière. Dans mon école, lorsque l'on est absent, enfin, c'était avant, lorsque l'on était absent plus de, enfin, 2 fois, ça avait un petit impact sur la moyenne dans laquelle on ratait le cours. Et sur 3 ans, ça m'est arrivé une fois. Et donc, ouais, ça m'embête parce que sur un de mes bulletins, il y a un petit S où en dessous, il y a marqué absence non justifiée ou travail non fait, alors que c'était hors de ma volonté, si on peut dire ça comme ça. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vous me conseillez enfin, de le préciser dans la lettre de motivation parce que j'ai peur que ça ait un impact négatif. Tous les éléments qui nous permettent de comprendre votre dossier, vous les mentionnez. Donc, Ok, si vous trouvez ça important et si vous jugez que la commission qui regarde votre dossier sait bien quelle est l'information, vous la mettez. Ça, ok, voilà. merci. Mais à votre place, j'espérais qu'on ne s'aperçoive pas de ce... Bon, pas la peine d'insister trop lourdement là-dessus. Oui, 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 non, oui, oui, bien sûr. On candidate en alternance et qu'on le met en premier choix, sommes-nous moins prioritaires pour l'admission initiale? Je ne suis pas sûre de savoir exactement comment répondre à cette question. Manuel et moi, on regarde chacun de notre côté et puis après, on se concerte un peu sur certains dossiers. Mais ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut juger que on a un très bon dossier, mais il n'est pas très mûr pour l'alternance et proposer plutôt initial ou vice-versa. Donc voilà, ça va jouer dans un sens ou dans l'autre, ça dépend du profil. Oui, vous n'êtes pas pénalisé. C'est-à-dire que si à l'issue de l'entretien pour la formation en apprentissage, j'estime que vous n'avez pas assez d'expérience, que le projet n'est pas assez précis, que ça vous ferait du bien de faire une césure pour découvrir un peu voilà, là où vous voulez aller. Bah voilà, je vais indiquer à Fabienne que le dossier est super. Je vais mettre une note qui va faire que vous serez admis en formation initiale. Donc, vous n'êtes pas pénalisé, sauf à passer un entretien un peu différent. Alors, dit autrement, pour les étudiants extérieurs, ça ne change rien. Pour les étudiants de Dauphine, de la formation initiale, vous avez compris que c'était entre guillemets uniquement sur dossier, alors que apprentissage, c'est dossier et entretien. Donc, si vous avez un excellent dossier et que vous êtes complètement nul à l'entretien, vous pouvez être pénalisé dans la mesure où moi, je vais vous interviewer. Et si vous me faites une très très mauvaise impression, bah, non seulement je ne vais pas vous prendre en apprentissage, mais surtout je vais dire à Fabienne, cet étudiant c'est une catastrophe, il faut absolument pas le recruter. Bon, donc voilà, ça peut être sur ce petit delta d'étudiants de Dauphine qui va passer un entretien qui pourrait le desservir par rapport au dossier étudié uniquement en formation initiale. Pour les extérieurs, c'est pareil, pas de pénalité. Je vois pas mal de questions sur comment on fait pour passer au la main l'algorithme, ou comment on fait pour le système, etc. Alors le système, l'algorithme, c'est un bien grand mot, hein. C'est quand même, c'est pas un algorithme tout froid qui vous trie. Évidemment, on s'aide un petit peu en triant les dossiers sur des choses très très faciles comme les notes, mais pas que les notes. C'est-à-dire qu'après, on pondère en rajoutant ou en enlevant des points par rapport à ce qu'on voit de votre dossier dans le CV et la lettre. Donc, c'est pas un travail d'algorithme complètement. C'est que semi-automatisé. Donc, n'ayez pas trop d'inquiétude là-dessus. Mettez bien tous les éléments et on a à nouveau la question de comment on fait pour passer au la main. Là aussi, ça va pas vous surprendre, hein. Des bonnes notes, l'envie d'être là et pas par hasard, des expériences à raconter qui peuvent être très diverses, qui sont pas forcément professionnelles, mais qui montrent que vous avez, enfin, qui justifient d'une appétence pour cette filière.
Moi, j'ai eu le souvenir aussi l'année dernière d'une étudiante qui avait 0 expérience professionnelle, mais qui avait un talent artistique, qui avait un compte Instagram sur lequel elle exploitait ce talent, et qui a très bien défendu ça dans sa lettre et qui nous en a très bien parlé à l'entretien. Donc voilà, ça peut être des choses tout à fait, je veux dire, extra-universitaires et même pas encore vraiment d'expérience professionnelle, mais qui montrait qu'elle avait finalement toute sa place ici et que son projet était tout à fait cohérent. Donc bon dossier, c'est pas forcément excellente note, c'est bonne, voire très bonne note, plus d'autres choses à raconter. Les stats sur les taux d'intégration des jeunes diplômés sur le marché du travail, alors il faudrait qu'on mette le site à jour effectivement, mais ils sont à peu près similaires d'ailleurs pour tous les parcours de master et ils sont très bons, hein, avec des taux à 3 mois qui sont tous autour de 85-90%, ce qui est Ouais. plutôt excellent compte tenu que certains ne partent pas directement en recherche d'emploi. Et la dernière étude, je crois que c'est par parcours entre 40 et 45 K, le salaire médian. Alors, regardez-vous si on a mis le master marketing en premier, second choix. Oui, Oui. me concernant, les seconds choix, il faut vraiment que dans la lettre, vous expliquiez pourquoi vous avez hésité et que je repère que, voilà, qu'il y a dans votre dossier des éléments de tension qui font que vous hésitez. Si vous avez, ce qui est logique, hein, des stages en RH et que vous avez mis marketing en second choix et que dans votre lettre de motivation, vous dites que vous voulez absolument aller en RH, bah, je ne vais pas étudier le dossier pour la simple raison que s'il est excellent, vous allez être pris en RH et que s'il est pas bon, de toute façon, je ne vous prendrai pas non plus. Donc oui, à moins d'avoir, euh, voilà, enfin, si vous avez un second choix, il faut que dans votre profil, dossier, lettre de motivation, ça se justifie. Sinon, on a déjà largement assez à faire avec les premiers choix pour remplir le master. Même chose, Et même chose pour dans ceux l'initiale. Ouais, voilà. même chose chez moi. Donc pour ceux qui sont extérieurs, on étudie que les premiers choix. Déjà, je crois que l'initial, c'est la même chose, hein. On a déjà Ouais. là, quand on vous donne 1300, c'est que les premiers choix. Et pour les étudiants de Dauphine, on regarde un peu les deuxièmes choix, mais on compte finalement sur la commission qui a lieu chaque année avec les refusés, hein. C'est comme le salon des refusés créé par Napoléon III pour les artistes impressionnistes. On peut avoir des refusés qui sont refusés de partout et qui ont des bons dossiers. Et donc là, une commission ad hoc, et on peut se pencher sur ces dossiers-là, qui nous auraient demandé en deuxième choix, qu'on aurait refusé un peu mécaniquement et qui finalement pourraient être intégrés. Mais c'est vraiment à la marge. Bon, je ne sais pas si les tambouilles de Dauphine sont très claires, mais c'est comme ça que ça se passe. Très très à la marge, hein, ceci dit, hein, donc il vaut mieux bien réfléchir à comment vous ordonnancez vos vœux. Alors, qu'est-ce qu'une bonne note pour vous? Je ne sais pas qui a répondu plus de 15. Qui a répondu ça? Domiti, peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça dépend évidemment de quoi on parle. Si Non, c'est moi une note... justement, j'essaye de redire, de répéter que c'est l'ensemble du dossier qui Oui. compte et que s'il y avait une moyenne minimale requise, ce serait dans les prérequis, ce serait sur ma candidature. Donc, Voilà. Et une bonne note pour nous, bah, voilà, au bac, une bonne note, c'est une mention très bien, pour être clair. Une très bonne note, c'est un 18. Et ensuite, tout dépend du parcours. Et il y a une question qui disait, est-ce que les majors, ça compte? Bah, finalement, c'est ça. On va regarder dans les BBA, dans les BUT, on va regarder plus le classement que la note pour trier de manière un peu fin les dossiers. Et une fois que l'algorithme aura passé la moulinette, ce qui nous permettra de prioriser les dossiers étudiés, on va regarder vraiment dans le détail les notes de bac de L1, L2 ou équivalent, et on va plutôt s'intéresser au classement.
pour ça qu'on mettra jamais un seuil minimum, parce que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui vient d'une licence de droit à SAS et qui a 13,5, c'est juste excellentissime. Alors que dans une formation BBA, c'est une note moyenne. Et donc là, l'équivalent serait plutôt un 16 ou un 17 de moyenne. Donc, voyez bien on va étudier ça formation par formation. Et pour les étudiants de Dauphine, on prend en compte les notes de toute la scolarité à Dauphine. Avec Ok. un accent sur la L3 quand même. Voilà. Alors, donc pour ceux et celles qui se disent qu'on dépasse l'heure, hein, vous pouvez quitter la réunion sans être pénalisé, ne vous inquiétez pas. Et pour les autres qui ont encore des questions, on peut continuer encore 5 minutes, 10 minutes. Donc voilà, pour ceux qui voient que ça commence à se déliter nos échanges, merci pour cette participation, bonne soirée. Et pour ceux qui ont des questions peut-être un peu plus spécifiques, c'est le moment. Alors, je ne sais pas qui est major avec 19,8, mais là, vous avez flex, bravo. On va voir si ça suffit, mais c'est bien. Major, vous mettez sur le CV. Oui, il faut pas hésiter à les éléments comme ça qui pourraient nous échapper à l'indiquer sur votre CV. Bonsoir, j'aurais une petite question, s'il vous plaît. Oui. Étant en échange, je suis en L3 à Dauphine et en échange à l'année. Et je voulais savoir si on devait mettre nos notes de l'étranger ou si cela ne vous importait pas du tout. Et vous mettez vos notes de l'étranger, vous convertissez aussi en système sur 20 et vous les mettez pareil. D'accord, merci. J'avais une autre question. En fait, vous avez parlé de la visio, que ça allait pas nous pénaliser, mais vous regardez pour nos candidatures si on a fait les portes ouvertes? Je sais pas si ma question est claire. Est-ce Non. qu'on va identifier qui a participé à cette Oui, réunion-là voilà. et non. Ah OK, d'accord. Parce qu'en fait, on est plusieurs derrière la visio, donc Non, on ne fait pas l'appel à la réunion d'information. Pas encore. D'accord, OK. Merci pour l'info. Bonsoir, j'ai une question qui concerne, l'échange. Je suis également aussi en échange et j'ai pas reçu mes notes, de semestre 1. J'aimerais savoir, comment je pourrais l'indiquer justement dans mon processus de candidature. Non, je sais pas. Donc c'est une étudiante qui n'a pas les notes de son premier semestre, hein, c'est ça? Oui, bah, pas de panique, hein, c'est c'est ça. assez courant dans les pièces à joindre. On vous demande fichier obligatoire, relevé de notes en PDF. Vous créez un PDF en disant mes notes ne sont pas encore disponibles pour pas que ça Et vous bloque avez le aussi système. jusqu'au 25 février, hein, vous avez jusqu'au 25 février pour ajouter des pièces. Et si vraiment vous ne les avez pas au 25 février, vous pouvez faire une attestation sur l'honneur. D'accord, très bien, merci beaucoup. Moi, j'avais une question concernant un peu la préparation à l'entrée sur le marché du travail. Est-ce qu'il y a un pôle carrière ou une sorte de réseau d'alumni du master? Il y a un réseau d'anciens assez important. Alors, j'ai plus le nombre en tête. Manuel, qui est là depuis plus longtemps que moi, peut-être que tu sauras répondre, mais un réseau d'anciens qui est assez actif. Et vous allez vous construire votre propre réseau aussi pour trouver du travail à la fin entre les stages de Oui. césure, les alternances de M2, etc. Vous construisez Oui. aussi en même temps, et plus tous les intervenants qui viennent à Dauphine, votre réseau professionnel. Oui, il y a différents réseaux. Il y a Dauphine Alumni qui est le réseau global, qui est très actif avec des chapters à l'international et thématiques. Il y a des clubs sectoriels qui sont également très, très actifs. Et il y a des réseaux d'anciens de chacun des parcours qui, en fonction de leur ancienneté, accumulent quelques centaines. Tous les parcours que vous voyez là, ils ont au moins
Quel est le dernier? Ça doit être Luxe ou Business Development ou le mien, mais en gros, on a 10 ans d'ancienneté, donc au moins 300 étudiants à minima qui sont pour la plupart abonnés à un espace LinkedIn, donc ouais, qui peuvent créer un réseau intéressant. J'ai eu un petit retard à allumage que je regardais une question, je me demande si du premier ou du second degré, là on parle de compétition, donc il y en a qui se... Donc je ne sais pas si Julia, vous êtes vraiment au concours de Miss France. Est-ce pertinent de le noter? Euh, Pas comment répondre à cette question. Oui, si ça vous définit, il n'y a pas de honte à avoir on a une ouverture sur toutes les compétitions, même Miss France, hein, donc c'est une expérience qui doit être sociologiquement et intellectuellement intéressante. Après, est-ce que c'est un critère de sélection le physique? A priori, la réponse est non, même dans le master marketing du luxe. Ancien étudiant qui travaille dans le domaine de l'édition, oui, Oui. oui. On a des anciens étudiants dans à peu près tous les secteurs, hein, dont l'édition. L'édition, la presse, il y a pas Ouais, mal de... et je citais cette année deux personnes chez Bayard Presse, en M1 alternance. Est-ce On que vous peut pas savez si tous les commencer. directeurs de... Ouais, On ne sait pas, c'est une question tabou, Joker là-dessus. ouais, on ne sait pas en fait ce que font les autres. En tout cas, on rêve tous que nous soyons votre premier choix. Donc voilà, à vous de vous débrouiller avec ces attentes. Ok, bah la réunion était parfaite et je vais donc Possible de mettre faire, un je terme me réponds à la concernant. dernière question. Il est possible de faire un échange en M1 en formation initiale, pas en apprentissage, puisque vous êtes sous contrat avec une entreprise, en M1 au deuxième semestre. Pas le premier, hein, le deuxième semestre. Et Emmanuel, on est en train de conclure. Voilà, on conclut. Donc pour ceux qui sont encore là, désolé du côté un peu improvisé, puisqu'on avait compris qu'on était sur des populations différentes. Les invitations, en tout cas, formation initiale et apprentissage, bon, on revient à un séminaire de 2 jours, on a beaucoup travaillé sur la maquette, sur la pédagogie, donc on était hyper coordonnés, sauf pour cette réunion. Et donc voilà, ça montre qu'on peut toujours faire des efforts. Le stage de M1 se fait à partir de quand? Fin du semestre en avril. Et donc, vous pouvez démarrer dès le mois de mai votre stage. Allez, merci à tout le monde. Merci, bonne soirée. Et peut-être Bonsoir. un entretien d'avril. Bon courage pour ces candidatures. Je sais que c'est stressant, mais ça va bien se passer. Allez, bonne soirée. Bon travail. Bonne soirée, au revoir.